Alors Rambo, elle en est où cette app? Ça avance, mon colonel, ça avance. Comment ça avance? Rien n'est terminé, mon colonel, rien. Tout ça, c'est à cause de vous. C'était pas mon projet, c'était le vôtre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour avancer, mais on nous a pas laissé avancer. Rambo, tu es le dernier survivant de cette mission. On compte sur toi. Avant, je pilotais des clusters Kubernetes, je pouvais lancer des jobs sur des supercalculateurs. J'avais à ma disposition des dizaines de millions de dollars de matériel. Maintenant, j'arrive même pas à avoir une putain de VM Linux. Comme quoi, il y avait quelques features, 2-3 bugs à fixer. Ouais, tu parles, on nous a filé une app de 100 000 lignes en Python 2.5. On aurait pu la torcher en 100 lignes avec un framework d'ailleurs. Et là, les bugs, dans un PowerPoint, plus de 100, un par slide, dégueulasse. L'app, pour l'utiliser, il fallait aller cliquer sur la flèche tout en haut dans la barre pour pouvoir cliquer sur un bouton et recommencer à chaque fois. Impossible de la lancer automatiquement, pas d'API. La ligne de commande, elle marche par question-réponse. On pouvait pas la lancer automatiquement, on pouvait pas faire de tests. Bah, de toute façon, des tests, il y en avait pas. Et les specs, elles étaient où, mon colonel? Hein? Où ça? Dans mon cul. À la fin, il y a un mec, il a poussé le truc en prod directement sur leur serveur, sans même un putain de mot de passe. Il a cloné le projet sur le serveur, il a lancé avec un no-up, tranquille. On s'est fait couper Internet, tellement il y avait de saloperies sur ce serveur qu'attaquait le reste du monde. C'est bon, du calme, c'est terminé, Rambo. Rien n'est terminé, rien peut-être pour vous, mais moi, c'est pas terminé. J'ai passé des années là-dessus. Moi, je suis là pour nettoyer la merde. J'ai tout dégagé, on a recommencé à zéro. À zéro? Bah oui, mon colonel, on veut de la qualité. Mais vous avez pas tout recommencé? Si, mon colonel. Bon, est-ce qu'on peut répéter ce que vous avez fait? Oui, mon colonel. Regardez, référentiel qualité, armée américaine, 1982. Fiabilité, maintenabilité, évolutivité, sécurité. La qualité, mon colonel. Tu peux me le répéter? Oui, mon colonel. Fiabilité, maintenabilité, évolutivité, sécurité. Très bien. Tu as raison, c'est important. La qualité, la fiabilité, Oui, tout ça, colonel. ce sont des critères pour qu'une application fonctionne. On en a besoin pour la maintenance, pour garder nos développeurs, pour avoir des utilisateurs. Bon, par quoi on commence? Bah, déjà, mon colonel, on va commencer par Python... C'est gouré sur la... Déjà, mon colonel, le code, c'est vachement dur, le colonel. Bah, ça, c'est des trucs, personne n'y veut comprendre. Hein. Déjà, le code, vous, mon colonel, vous pouvez pas l'inspecter, vous pouvez pas faire le tour de la base, vous pouvez pas débarquer en disant « Inspection, tout le monde en rang !» Parce que quand on vous montre ça, vous comprenez rien, mon colonel. Tu parles, il n'y a pas un chef qui est capable de comprendre ce qui se passe. Et en plus, c'est vachement compliqué le code. Quand on fait du code, c'est pour faire des trucs qu'on peut pas faire facilement à la main, c'est pour automatiser, il y a des fonctions dans tous les sens. C'est vachement dense le code. On enlève un caractère, il y a tout qui pète, on rajoute un point virgule, un point, on a vu dans la présentation d'avant. Tu parles, il y a une backdoor qui se pointe. Et tout est couplé. Il y a une stack, elle s'empile, il y a des dizaines de libs avant de pouvoir écrire un fichier sur un OS. On appelle des trucs dans tous les sens, on fait venir des centaines de libs dès qu'on fait un peu d'IA. C'est dégueulasse. En plus, le rythme. Putain, il y a eu toute une équipe qui fout des commits, qui fout des commits, qui fout des commits. On se barre en vacances pendant 2 semaines, on revient, si les gens ils ont bossé, parce que bon, il y a des fois, on reconnaît plus le code, hein, juré quoi. Alors en plus, en équipe, ça fait un historique, ça part dans tous les sens, machin. Un projet entre ce qu'on a dit, comment il allait se passer, puis la fin, il n'y a rien qui ressemble. Non, c'est vachement dur le code, mon colonel, vraiment dur, ça, faut avoir conscience. Alors, on fait ce qu'on peut, mon colonel. Ok, Rambo, j'ai foi en toi. Par quoi on commence? Eh ben, on commence par Python 3.12, mon colonel. C'est pourquoi Python 3.12? Parce que la 3.13, elle vient de sortir, ça se trouve, il y a encore 2-3 bugs qui sortent. La 3.12, elle est sortie l'année dernière, elle est valable pour 5 ans, ça en laisse 4, on est pas mal quand même. Ok, donc là tu me parles de Python, c'est Python, on est d'accord? Oh bah ouais, déjà, on va faire tourner sur ces bidons, hein. Ouh là là, c'est déjà bien c'est compliqué. Hein. Parce après, que Pipi, non? Bah si vous laissez avec Pipi, quand on aura un truc qui marche, on fera, mais d'ici là... Ok, et moi pour installer Python, moi j'utilise Anaconda, c'est bien ça? Ah non, mon colonel, ça faut arrêter avec ça. Hein. Parce que alors, dès qu'on essaye de mélanger Anaconda et puis des libs qu'il a pas validé, putain, ça fout la merde. Dans un moment, il n'y a plus rien qui marche. On est tout balancer, de recommencer l'install. Ça, j'ai fait trop de fois. Hein. Non, on n'utilise pas Anaconda, hein. On n'utilise pas Python non plus d'ailleurs. On utilise UV. UV, c'est quoi UV? UV, c'est ça. UV, c'est un machin. Bon, déjà, il est écrit en Rust, c'est vachement bien. Parce que du coup, on n'a pas besoin de Python pour fonctionner. Il y a juste un GitHub statique qui débarque et il fait tout. Il va installer Python, il va installer les vents, il va installer les librairies, il va loquer les librairies pour que les versions soient les mêmes partout. Vachement pratique. Il gère le petit product Phantoml, il gère les proxys, il gère les dépôts privés, il gère... Bon, il des merdes, hein, franchement. Avec ce truc, on a arrêté de se prendre la tête, ça marche en prod, ça marche sur tous les devs. Non, c'est bien, mon colonel. Ok. Et donc c'est bon, maintenant on a UV, on a la qualité.
Oui, enfin bon, mon colonel, ça va pas suffire non plus. Hein. Il va falloir 2-3 trucs quand même. Hein. Déjà, il va nous falloir Git, hein, un gestionnaire de version. Par exemple. Bah Git, le truc, c'est qu'on a besoin de mettre du code qui s'assemble, vous voyez, hein, parce que une fois, j'ai un mec, il a passé 6 mois tout seul sur sa branche à faire du code. J'ai dit au capitaine, il en a rien à foutre. Bon, bah, le code qui était passé 6 mois sur la branche, c'est simple, on n'a jamais pu le fusionner. Hein. Il est toujours à la branche, il est toujours là, parce que le capitaine, il dit non. Mais bah, il vit dans son monde, quoi, le mec. En gros, il a fait son fork sur sa branche. Bon, mais nous, avec GitLab ou GitHub, un truc comme ça, eh ben, on peut gérer les contributions de tout le monde et les fusionner au fur et à mesure, monsieur le colonel. On peut pas utiliser Bitbucket? Moi, on m'a dit que c'était bien. Mon colonel. Non, on utilise GitHub ou GitLab, et puis avec ça, bah, justement, on fusionne le code qu'on écrit au fur et à mesure. Intégration continue, ça s'appelle. On peut vraiment pas, juste, chacun travaille de son côté, et à la fin, on merge tout et ça marche magiquement. Bah, je vous dis, nous, on a essayé, mon colonel, c'est pas marché, puis il y en a d'autres, ils ont écrit sur la net, ils ont dit, non, ça marche pas. Bon, ok, je te mets un guide truc là. C'est bon? Ça marche? Bah non, mais ça, déjà, ça nous permet juste de bosser en équipe de façon pas trop dégueulasse, mais il va falloir encore du chemin, quoi. Déjà, on va utiliser Ruf. Ruf, c'est quoi? Ouais, Ruf, c'est bien, il fait plein de trucs, mais déjà, il fait du formatage, c'est-à-dire, il prend le code dégueulasse à gauche, là, et il le met au carré. Comme un lit de GI, au carré. Et il laisse pas le choix, il a dit, ce serait carré comme ça, démerdez-vous, vous aimez pas, mais c'est comme ça. Et c'est vachement bien parce que c'est partout pareil. Du coup, quand je relis le code de l'autre bleusaille, là, bah, c'est pareil que j'ai l'habitude, vachement bien. Quand on fait des fusions, bah, il n'y a pas d'emmerde parce qu'il n'y a pas les espaces qui nous font des merdes, chier. Et maintenant, le code Python, il commence à être tout formaté comme ça parce qu'ils ont piqué le truc d'un autre projet, machin. Donc, le code Python, il est en train d'être formaté partout pareil, super cool. Ok. Et après, Ruf, il fait pas que ça aussi. Alors, regardez le slide suivant. Voilà. Le Ruf, il fait de l'analyse statique. Ça veut dire qu'il regarde le code sans le faire tourner, statique. Et il cherche des merdes. Et là, rien que sur le bout de code dégueulasse que je vous avais montré, il a trouvé tout ça, là. Et en plus, il s'en résout de la moitié tout seul. Hein. Vachement efficace, le truc. Il a plus de 800 règles dans le tas. Bon, on peut pas tous les activer en même temps, parce qu'en plus, il y en a qui sont contradictoires, mais ça fait vraiment le truc. Hein. On trouve vachement de bugs avec ce machin. Ok. Mais tu m'as parlé d'un problème avec des types tout à l'heure. C'est qui ces types? Ah ouais, les types, putain, c'est chiant, ça. Bon, les types, en gros, c'est comme le calibre, quoi. Si vous avez du 12-7, vous pouvez pas le mettre dans un AK voilà, qui prend du 74, vous voyez, hein, ça marche pas, non, ça rentre pas. Bon, bah, c'est pareil, quoi. Bon, et en Python, en plus, c'est chiant parce que les types, ils sont dynamiques. Ça veut dire que c'est que à l'exécution qu'on sait sûr de sûr ça va être quoi. Alors, et en plus de ça, en Python, le type, bon, c'est un peu comme un uniforme, hein, parce que c'est tout... tous les trucs sont un peu des objects, et puis après, on leur met des trucs dessus, mais on peut tout changer, on s'en fout, en fait. Alors, bon, c'est pratique. Genre, on peut faire des listes avec plein de choses dedans totalement différentes. On va faire ça en C++. On peut instancier des trucs à partir d'un JSON, mais alors, franchement, tranquille. On va faire ça en C++. Tiens. Si on a un animal, on ne sait pas ce que c'est, on a oublié, on peut essayer. Est-ce qu'il fait quoi le truc? Bah, on essaye, voilà, hop, try accept. Et on peut même le changer. Hein. On lui dit, si on a un truc qui fait quoi, que ça nous fait chier, on l'enlève, pouf, après il va faire ouf, hein, tranquille. Hein. Et ça, à l'exécution, hein, tranquille, hein, n'importe quel animal, moi je le fais faire ouf, hein, comme vous voulez. Et même, je peux demander, c'est quoi tous les animaux? Eh ben, je peux, parce que subclasse, machin, je peux faire une liste de tous les animaux, comme ça, pouf, pouf, tranquille, on va faire ça en ref. Ok, mais ça risque pas de tout faire péter, ça? Oui, bah, il faut faire gaffe à ces types, quoi. On a dit, hein, les machins, les trucs qu'on vient de montrer, il faut savoir des fois, voilà, quand s'arrêter, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est de foutre des annotations, là. On dit, c'est des angles, des flottes, bon, d'accord, ça ressemble à du C, c'est pas grave, hein. Et comme ça, au moins, on sait les fonctions, ce qu'elles attendent, et ce qu'elles vont cracher, et tous les trucs. Quand on fait des containers, on sait ce qu'il y a dedans aussi, parce que sinon, quand on commence à les empiler, évidemment, c'est le bordel. Et du coup, ça, c'est vachement bien, parce que nous, on sait ce qui se passe. Et il y a MyPy. MyPy, il regarde ces trucs-là, il déduit le reste, et il dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc là, genre, il est capable de dire, là, sur le code qu'on a vu tout à l'heure, bah non, là, tu m'as foutu un dictionnaire, mais je voulais un data frame, c'est la même chose, ça va péter. Bon, et ben comme ça, j'ai pas d'erreur de type. Là, fais du Python, fait un an, je peux d'erreur de type. Sur parole. Ok, bon. Des fois, c'est dégueulasse, d'accord, hein, dès qu'on travaille avec Pandas, c'est dégueulasse, mais au moins, ça pète pas, hein, on peut pas tout avoir. Hein. Ok, Rambo. Par contre, comment tu fais pour le lancer, ce truc? Parce qu'il faut tout le temps faire tout à la main, là. Ouais, c'est chiant, mon collègue. Donc, bon, déjà, hein, on va prendre des IDE, parce qu'ils font des trucs. Hein. Genre, moi, j'aime bien les IDE parce qu'ils ont un côté maîtresse d'école, vous voyez. Des surligneurs, des stylos rouges, des stylos jaunes, ils ont tout plein de trucs. Et quand on écrit de la merde, pouf, la maîtresse, elle fait hop, en rouge, t'as fait une erreur. Et puis après, on va au corrige, comme ça, la bleusaille, elle n'a pas besoin de lancer le machin, ça le fait tout seul à la volée. Pratique.
Bon, ça a l'air malin, mais encore une Il y a- fois, il y a faut faire d'autres- attention. Ah bah oui, bah après, faut lancer quand même les vrais outils, parce qu'il il faut pour tout, quoi. Encore des outils? Mais oui, tiens, vas-y. Déjà, on va les faire tourner en automatique, hein. On a dit, on est là pour automatiser le boulot, hein, parce qu'il faut le faire à la main. Donc, genre, on a pré-commit. Alors là, c'est bien, avec un bout de YAML, on lui dit, tu vas faire tourner ref en format, en check, MyPy. À chaque fois qu'il fait un commit, il lance tout seul, il vérifie. Vachement pratique pour éviter de pousser de la merde sur le GitHub. En effet. Bon, on peut même avoir des On commandes. peut aller plus loin encore? Oui, Parce oui. que je suis sûr que tu as d'autres outils encore à me Oui, présenter. moi, j'aime bien do it. Oui, parce que si on l'écrit en français, là, ça fait doigt. Mais non, c'est do it, hein. Pareil, encore un bout de YAML, mais de Python, on fait des tasks, et puis après, on peut les lancer, on peut même les chaîner, tout ça. Donc là, quand je fais un pcheck, do it pcheck, et ben pouf, il fait tout le truc que je veux. Ben, je pourrais faire des trucs plus compliqués, hein. On peut même builder des projets entiers, on peut faire des tas de trucs avec. Bon, moi, en Python, en général, je fais des trucs simples. Mais c'est bien, parce que sur tous mes projets, en fait, je fais do it. J'utilise UV et do it, puis c'est tout. Ok. Donc, mais ça, tu le lances en local. Moi, Ouais. ils servent à quoi tous les serveurs que je te paye? Ah ouais, non, mais les prix, on s'en fout un peu. C'est vous, ça, mon colonel. Bah, sur le serveur, on refait les tests, en fait. Parce que Comment quand- ça? Quand je les fais chez moi avec Precommit, c'est pour moi, c'est pour être sûr que je ne vais pas pousser de la merde. Mais côté serveur, c'est là qu'on est sûr que personne fait de la merde. Donc, bah, on va utiliser les pipelines, ils savent faire ça, les deux, la GitHub, GitLab. Oh, c'est du pseudo Docker dans du YAML, bon, c'est un peu... Bon, voilà, mais ça marche. Et du coup, on va lancer tout ce qu'on veut, les vérifications, les tests, pour être sûr que chaque fois que quelqu'un il envoie du code là-dessus, ça soit vérifié avant qu'on mette ça dans la branche principale. Et on m'a parlé d'un truc qui fait pareil, un Jerry, là, un vieux truc. Jenkins, mon colonel. Oui, Mais on c'est l'a- bien ça. Non, on l'a foutu à la retraite, celui-là. Il s'accroche des fois, j'essaie de lui marcher sur les doigts avec les boots, ça, il va bientôt lâcher, c'est de la merde. Bon, paix à son âme. Et c'est bon, là maintenant qu'on a tout ça, on a plein d'outils, on n'a plus de bugs. Je peux pas encore garantir, là. Non, on va peut-être falloir tester un petit peu quand même, hein. Tester? C'est quoi encore ça? Ouais, bon, on va écrire des tests, ouais, mais c'est bien, ça, on a P-test, c'est super pratique, ça fait des super tests. Mon colonel. Il a C'est plein quoi l'intérêt de fonctionnalités. tester? Il est super pour t'aider la syntaxe, c'est super facile, ça vachement bien. Il y a plein de magie noire là-dessous, mais c'est pas grave. Pourquoi ça sert les tests? Parce que c'est pas avec juste MyPy et Ref qu'on va choper tous les bugs, quoi. Faut quand même faire tourner le code pour voir s'il n'y a pas des merdes. Ok. C'est ça qu'on fait avec Pytest. Bon, après les tests, en gros, soit on attaque du dessus, hein, on va essayer de cerner l'ennemi. On fait des tests end-to-end, ça c'est facile à faire, hein, c'est 3 lignes de code, c'est parti. Par contre, c'est hyper fragile, il y a des effets de bord dans tous les sens, c'est un peu dégueulasse. Quand ça marche, c'est pratique parce que ça teste plein de code. Mais ça teste pas tout, parce qu'on a dit le code c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le code il peut s'exécuter par plein de chemins. Chaque fois qu'il y a un if else, chaque fois qu'il y a une putain d'exception, chaque fois qu'il y a un truc comme ça, en fait c'est comme si s'il y avait une fourche sur le chemin. Et on peut pas tous les explorer tous. En fait, c'est juste trop le bordel, il y en a trop, quoi. Quand je dis trop, c'est genre des milliards, quoi. Alors on part du bas aussi. On fait des petits tests autour des bouts de code. Bon, après, on appelle ça comme vous voulez, hein. Il y en a des 10 unitaires, il y en a des 10 unitaires, c'est autre chose. Alors bon, c'est un peu le bordel. Donc c'est pas ça les tests d'intégration du coup. Ouais, le problème, quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi un test d'intégration, c'est que déjà, si tu demandes à 2 personnes, tu as 3 réponses. Alors, les tests d'intégration, on va dire que, bon, ce qui compte, c'est qu'est-ce que c'est test? À part du haut, du bas, et c'est isolé ou pas. Donc déjà, avec ça, moi, je m'y repère. Après, les étiquettes, bon, vous faites un peu comme vous voulez, hein, franchement. Ok, et donc c'est bon, on a des tests, on n'a plus d'erreurs. Oui, enfin, ça n'empêche pas de coder à peu près proprement, quand même, mon colonel, hein. Genre, faut libérer les ressources. Bon, en Python, déjà, côté mémoire, on est bon, hein. Ça veut dire on a le tempo officiel de la Maison-Blanche des États-Unis. On est mémorisé. Wouhou! On est thread safe aussi, c'est bien. Mais, bon, ça veut pas dire qu'il faut quand même se lâcher n'importe comment. Quand on fait une connexion sur une database, on ouvre un fichier, on ouvre une requête, faut fermer, tout ça, quoi. Bon, on a plein de moyens, c'est ça qui est bien. On a le try finally, là, c'est comme ça, on est sûr que ça va se fermer quoi qu'il se passe. Mais s'il y a une exception qui pète, ça va se fermer. On a le with, la même chose, c'est sûr, ça va se fermer. Mais il faut que le truc il soit prévu pour faire un with. Et si c'est pas prévu, on peut tricher quand même avec context clip closing. Pouf, URL open, il va se fermer quand j'aurai fini la requête. Tranquille, automatique, même s'il y a une exception qui pète. Et si vraiment je peux pas faire ça, genre il faudra le fichier tout au début de l'app, la fermer à la fin, j'ai @exit qui fait exactement ce que ça dit. À la sortie, il exécute un truc. Du coup, je prends le fichier, je serai sûr que quand je sors, ça va s'exécuter. Donc là je mets des try catch et c'est bon, plus de problème. Oui, enfin, faut les mettre quand même correctement, les try catch, parce que bon, en Python, il n'y a qu'un seul mécanisme pour toutes les erreurs. Ça crache pas vraiment, ça lance des exceptions. Et les exceptions,
C'est vraiment dans le langage, quoi. Genre, pour sortir d'une boucle, le code, il lance une exception, quoi. On peut difficilement faire plus d'exceptions de friendly que Python, quoi, hein, franchement. Bon, alors, il y a la base exception. Bon, celle-là, je vous la déconseille franchement, parce que dedans, il y a le système exit, le keyboard interrupt. Si vous les attrapez, vous êtes un peu dans la merde, parce que vous pouvez plus sortir du programme. Donc, on va plutôt s'occuper d'exceptions, nous. Et c'est ça qu'on va attraper si on doit attraper des trucs, mais plutôt on essaie d'attraper des trucs plus précis que ça, quoi. Parce que dans l'exception, il y a tout qui vient, même quand on écrit de la merde et qu'on a une syntaxe erreur. Alors, quand on fait des erreurs, nous, on lance notre classe à nous. On va dériver exception, là, on va faire une app error, on va faire tout autant qu'il faut, comme ça. Comme ça, hop, slide suivant, et ben, on va pouvoir faire du tri sélectif. Ouais, poubelle bleue, poubelle verte, poubelle grise, toutes les poubelles que vous voulez. Hop, on fait un try truc, si c'est juste un timeout, on s'en fout, on retry. Bon, si on a fait une merde, on peut même regarder un peu ce qu'il y a dans l'exception pour se dire, ouais, bon, si on peut retry ou pas. Et puis, bon, bah, si jamais c'est vraiment, on tombe sur une exception qu'on n'a pas prévue, au moins on peut loguer, quoi, ou rebooter. Mais, bon, en général, à ce moment-là, c'est un peu foutu, quoi. Ok. Et donc, c'est quoi ces logs que je vois partout? Oui, les logs, c'est important, ça, mon colonel. Les logs, c'est pour écrire des trucs qui restent, même quand le programme il a fini. Comme ça, on sait ce qui s'est passé, on sait ce qui a merdé. Vachement utile, les logs. Hein. Franchement, le nombre de fois où l'app, elle pète, j'en sors souvent. Et ce qui est vachement bien en Python, c'est le logging, là-bas, machin. Bon, soit on l'utilise tous, ou directement, ou dans des libs. Mais ça fait un gros entonnoir. Et tout ce qui est écrit, toutes les libs, tout ce que vous avez pu installer, machin, ça va tout au même endroit que ce que vous avez configuré. Alors bon, si c'est un tout petit truc de base, on peut faire un basic config, machin, pour faire des essais. Bon, sinon, en général, je fous dans un toml, je fous les fichiers qu'il faut écrire. Et puis, on n'oublie pas de faire un rotating file handler, là, c'est vachement important, parce que la prochaine fois que vous aurez blasté un serveur, parce que juste les logs, ils ont rempli tout le disque, et du coup, on peut même plus faire un SSH, parce qu'un SSH, il faut écrire un petit fichier. Vous serez bien dans la merde, donc n'oubliez pas de faire ça pour qu'il reste de la place. Hein. Ok. Mais du coup, pourquoi il y a besoin des libs, là? Du lib. Ah bah oui, non mais on a dit le code, on peut pas juste le chier comme ça dans un fichier de 10 km, quoi. Faut ranger un peu, voilà, c'est tout. Hein. C'est comme l'entrepôt, il y a les obus, les balles, les tanks, voilà, on range, quoi. Et bah on range aussi. Python, vachement bien pour ranger, franchement, il y a tout ce qu'il faut pour ranger. Bon, les fonctions, ça va, il y a partout, hein, à peu près. Alors, on peut les mettre les fonctions dans les classes. Ça s'appelle les méthodes, parce que bon, bah voilà, faut bien changer, hein, sinon on se ferait chier, ce serait trop facile. On peut tout ranger ça dans des modules. Alors ça aussi, en fait c'est un fichier, mais en Python on dit module parce que c'est quand même vachement plus classe. Si on range les fichiers dans un dossier, ça s'appelle un package parce que c'est plus classe, pareil. Et ça on peut le faire autant qu'on veut. Alors on peut faire package, alors là, autant que vous voulez. Et si vous en plus vous demandez à UV, avec UV on peut faire UV build, hein, et puis ça marche direct, hein, pouf. Vous pouvez mettre tout ça dans une librairie, et ça vous pouvez le distribuer, faire des trucs, machin. Et le but du jeu, c'est que quand je prends un de ces machins, là, quel que soit le niveau, truc, je veux pas savoir les détails d'implémentation, je veux pas avoir à lire de code, j'ai lu trop de code, mon colonel, ça me fait chier. Non, je veux juste regarder l'interface, avec, si possible, il y a de la documentation. De la documentation ? Et j'ai pas besoin de lire le code. Oui, la documentation, mon colonel. La documentation, bon, en Python, ça commence avec les docstrings, on a vu, c'est les commentaires chelous, là, sous les noms de fonctions, les noms de classes, tout ça. Ça, c'est vachement pratique. Franchement, il faut les faire. D'ailleurs, Ruff, il va vous gueuler dessus si vous ne faites pas. Et puis après, on a Sphinx. Sphinx, c'est le machin qui fait la doc officielle de Python, en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il vous mâche un peu le boulot, il vous génère des trucs comme ça. On peut démarrer la conf vraiment en 5 secs. Ça n'empêche pas qu'il faut l'écrire derrière. Hein. Il ne saura pas tout faire. Ça, il faut aller demander à l'IA pour l'écrire à votre place. Et en plus, il sait extraire les docstrings. Donc, s'il vous fait la référence guide comme ça, pouf, il va chercher les docstrings comme ça dans la doc. Et, pour cette fonction, il faut utiliser ça. C'est assez génial. Bon, mais ça doit coûter un pognon de dingue, tout ça. Non, ça va, parce que je sais pas pourquoi, mais les informaticiens là, dans le civil, c'est glandos, ils publient tout gratos. Ouais. Tout ce que je vous ai montré là, c'est gratos, c'est libre de toutes les licences possibles en entreprise et tout. Donc il y a plein de trucs partout sur PyPy, sur GitHub. Bon, faites un peu de gaffe quand même à pas télécharger xzlib 5.6.1, mais sinon c'est bon. Ok, mais ça a l'air un peu trop beau pour être vrai. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, mais bon, hein, c'est là. Hein, on va quand même pas tout réécrire, hein, pratique. Hein. Ok. Et moi, on m'a dit de faire bien attention à l'architecture de mon projet. Oui, les architectures, oui, bah en fait, vous pouvez dessiner des hexagones, c'est joli. Des octogones, c'est bien aussi. Ça s'appelle des selles, parce que c'était déjà pris hexagone, donc bon.
En rond, là c'est oignon, parce que, ouais, bon, le mec n'a jamais vu d'oignon dans sa vie. Vous pouvez dire aussi clean, parce que, je sais pas, il n'y avait plus de forme qui était libre, je pense. Mais c'est un peu tout la même chose, hein. Franchement, on a dit, on fait des modules, et puis on les branche entre eux avec des interfaces claires, et voilà. Et juste l'interface, juste ce qu'il faut, et rien que ce qu'il faut, hein, ni trop peu. Et puis ça branche les trucs, et ça fait des jolis machins, et on est content. Hein. Donc, j'aurais pas dû acheter tous mes manuels d'architecture. Non, vous êtes fait arnaquer, mon collègue. Ouais. Bon, c'est fini là. Le projet, il est terminé. Oui, enfin terminé, il va bouger quand même. Hein. Bouger encore? Ah bah déjà, colonel, la semaine dernière, vous avez rajouté 2 bugs et 3 features. Bon, hein, et pas me dire que c'est fini, alors c'est de votre faute quand même. Hein. Et en plus de ça, le problème, c'est que l'environnement, il n'arrête pas de bouger, putain. Vous avez entendu dans Alice au Pays des Merveilles, là, il dit, la Reine Rouge, à un moment, il dit faut courir très vite pour rester à la même place ici. Bah c'est pareil. Tu abandonnes ton code, tu reviens 2 ans après, il tourne plus, c'est génial. Et en plus, c'est de pire en pire, ça snowball cette merde. Parce que tu te dis, bon là, ça fait un an qu'on n'y a plus touché, c'est chiant. Voilà, faudrait y passer 1 semaine ou 2, on n'a pas le temps, on fait pas, on fera l'année prochaine. Tu reviens l'année prochaine, là tu fais, ah non mais là faudrait passer 1 mois quoi, pour remettre à l'état de l'art, fou vaguement quoi, c'est chiant, on n'a pas le budget. Bon, puis t'arrives au bout d'un moment, avec tes 50 000 lignes de Python 2.5 quoi. Et là, t'es un peu obligé de tout balancer quoi. Hein, en effet. Colonel. Ça snowball cette merde. Bon bref, en tout cas, pour faire des évolutions, c'est même pas la mort quoi. Hein. Bon, des fois déjà moi j'ai envie, hein, parce que j'en ai marre. Les choses faut les changer, machin là-dessous, faut faire leur moteur. Et puis on y arrive mon colonel quoi, c'est tout quoi. Un code qui sait évoluer, c'est un code qui on répare, c'est un code où on a la confiance, on a confiance dans les tests, on a confiance dans le déploiement et tout. C'est un code, en fait c'est plutôt un code fiable, un code qui évolue. Est-ce qu'on pourrait dire un code de sécurité? À la sécurité. Ouh là là. Ou qu'on build plutôt? Oui, on va déjà la builder, mon colonel. Comme ça, elle pourra aller en prod. Alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que... Bon, là, j'ai fait le malin, j'ai fait du multistage dans le Docker, mais franchement, en 4 lignes avec UV, vous pouvez balancer votre truc en prod. Et ça marche. Et c'est quand même vachement bien, quoi. Aujourd'hui, on est confort pour mettre une app Python en prod. Bon, là, c'est du Docker. Oui, bon, c'est un peu Linux, tout ça, même si ça arrive sous Windows. Bon, il y a d'autres moyens. Hein. On peut même compiler Python, hein, parce que je rappelle... ça n'existe pas la différence entre langage compilable et interprétable. C'est statique et dynamique, la vraie. On peut compiler Python si on a que ça à foutre, mon collègue. Ok. Et donc les conteneurs, c'est fiable? Parce que là, tu as l'air de dire que c'est bien Docker. Je ne sais pas si Docker c'est bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir facile 10 milliards de containers en train de tourner à la seconde où je parle, tout Internet en gros. Donc on fait difficilement plus battle tester, quoi, mon colonel. Hein. Même le temps qui marche moins bien, là, je le sais, parce qu'il est encore tombé en panne la semaine dernière. Ok. Et est-ce que tu dirais que ça, si on en fait 10 milliards, c'est que ça doit être fiable? Il doit y avoir de la sécurité là-dedans. Eh ben, la sécurité, bon là, c'est là qu'on met un peu plus le pied sous la chenille du temps, quoi. Hein, parce que c'est quand même faire un peu attention. Hein. Bon, on a dit, on est sur un langage memory safe, thread safe, ça c'est bien. On peut faire des applications un peu critiques avec, ça c'est vu, hein, des applications de gestion de cas d'urgence, par exemple, sur des trucs critiques, ça existe. Bon, mais si on veut faire du critique, il faut savoir monter les exigences, quoi, les procédures, la certif, l'analyse de risque. On ne fait pas tous des apps comme SQLite, hein, qui a 590 fois plus, putain c'est chiant à dire, ligne de test que de ligne de code, quoi. Mais si on veut, on peut se mettre la barre aussi haut que ça. Hein. Bah, sinon, si on veut pas se mettre la barre aussi haut que ça, le mieux c'est de déléguer quand même. Hein. Si on veut faire du site web qui se fait pas trop attaquer, bah, on va prendre un framework qui s'occupe déjà des grosses attaques de trucs, des SQLite injections, trucs comme ça. Hein. Parce que déjà, s'il faut tout apprendre toute la sécurité, on est bien obligé de déléguer, quoi. On délègue à SSH, regarde tout se connecter, et puis on fait des trucs cryptés et tout, et comme ça marche, quoi. Une fois qu'on a fait les mises à jour, quoi, bien sûr. Les quoi? Les mises à jour, le problème des mises à trucs, c'est que ce soit le code, on a dit on le change, mais les autres aussi, ils changent. Hein, puis des fois, ils font des merdes. Alors du coup, il faut faire des mises à jour. Hein. Tu vois, genre Heartbleed, quand elle est sortie, c'était OpenSSL. À mon avis, c'était encore plus rouge que le truc qu'on a vu tout à l'heure, là, parce que juste tous les serveurs, ils étaient ouverts. Tous ceux qui avaient la mauvaise version de SSL, ils pouvaient rentrer dessus. C'est génial. Et puis,
Moi j'aime bien l'autre là. À la base, c'est les copains de la NSA. Ils ont fait une connerie. Ils ont laissé fuiter Eternal Blue. C'était leur kit d'attaque. Les cons. Ça s'est retrouvé sur le web. Bon, je sais, une fois j'étais bourré, j'ai laissé le tank devant la base, mais ça s'est pas vu. Et du coup, bon, bah, il a même pas fallu un mois. Et puis le rançon logiciel WannaCry, il a ramassé la moitié de la planète. Je crois que c'est toujours le rançon logiciel qui a fait le plus de thunes. Et derrière, les Russes s'en sont servis aussi, c'est quand même marrant, quoi, hein, les Russes qui prennent les armes de la NSA. Ils ont balancé notre PK sur l'Ukraine, ils ont fait péter le système informatique de l'Ukraine, en gros. Et comme les systèmes informatiques, ça a tendance à se causer, ça s'est répandu. Saint-Gobain, en France, ça a pété. Maersk, genre, c'est un armateur. Genre, il y avait 400 porte-containers, on savait plus ce qu'il y avait dessus. 10 000 containers par bateau. C'est con, hein. Bref. Bon, alors, il faut faire la mise à jour, quoi. Puis comme les mises à jour, des fois, elles introduisent des merdes, il faut être prêt à les refaire. Les refaire? Ah bah oui, il faut que ça marche, quoi. Et puis si jamais, bah, on fait un rollback, retraite, quoi. On sonne le clairon et puis on dit, ah non, bah là, on a perdu la bataille, on va revenir à la version d'avant et puis on en avancera plus tard, quoi. Ok. Et là, mon colonel. Et donc ça sert à rien les backups? Ah bah si, on fait des backups. Il faut backuper les données. Des fois qu'il y a une bleusaille qui bousille le serveur de prod, hein. Parce que l'autre jour, là, il y a Chuck, il avait laissé dans le how-to, il avait laissé les identifiants de connexion de la base de données de prod. La bleusaille, elle est arrivée, elle s'est connectée sur la DB, elle a commencé à faire des tests, elle a blasté la DB. Donc tout ça, c'est super safe, j'ai rien à craindre. Oui, bah, il faut mettre la bonne crypto aussi, parce que bon, c'est un peu le bordel aussi, parce que là aussi, ça change tout le temps, quoi. Par exemple, il faut utiliser le chatou, ou le chatri, si on fait de la sécurité. Parce que le SHA-1, maintenant, c'est plus sécurité du tout, hein. Alors que ça fait les numéros à la con là, sur Git, là, sur les commits, mais c'est pas grave, c'est pour de la sécurité, c'est juste pour se retrouver. Mais si vous faites de la sécurité, faut pas le SHA-1. Sinon, les deux machins, la ES 256, ça marche bien, ça. De toute façon, c'est pas dur, je crois que vous n'avez même pas le choix dans 3 quarts des temps, parce que c'est que celui-là. Mais sinon, il faut aller voir Edouard, là, Ed. Il a fait des trucs, Ed. Ça marche bien, c'est pour s'authentifier sur Internet, pour se reconnaître. Avant, il y avait RSA, mais maintenant, on dit qu'on... Bon, il n'est pas pété, mais on dit qu'on passe à l'autre parce qu'il est mieux, quoi. Et donc si j'ai ça, je crains rien. Bah, disons qu'on connaît pas pour le moment de faire mieux, quoi. Genre AES, là, machin. Si vous l'attaquez, ça fait beaucoup quand même, hein. 256, c'est long, quoi. 256, c'est pas beaucoup, moi je peux le faire avec mon PC. Non, mais 2 puissance 256, mon colonel, faut suivre quand même, hein. Ça fait un nombre de 73 chiffres en base 10 quand même, hein. Donc c'est un peu long, genre si tu veux essayer un truc et que ça te prend l'énergie d'un photon, pas beaucoup, un photon visible, que tu lui donnes, pour tester tout ça, bah, ça te fait nettement plus que toute l'énergie du Soleil dans toute sa vie. En gros, l'énergie de la galaxie, quoi. Donc c'est un peu beaucoup. Et même avec des ordinateurs quantiques, hein, ça va pas plus vite. Du coup, c'est bon, on est super safe, on a un super mot de passe. Tu peux me le donner? Je le note là. Ah ben non, mon colonel, hein, on ne note pas les mots de passe. Hein, parce que alors, quand on a la crypto, le problème c'est le soldat, il fait de la merde. Hein, parce que pour avoir une clé 256, machin, là, l'équivalent en mot de passe, il faut au moins un mot de truc aléatoire de 50 caractères, mon colonel. Moi je le retiens, 50 caractères. Ah oui, vous allez en retenir combien, des mots de passe aléatoires de 50 caractères? Hein, vous allez le réutiliser combien de fois? Hein, je sais, en plus, ça va vous faire chier, vous allez le noter. Vous le mettre dans le téléphone ou des merdes, on le fait tous, je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Tiens. Eh ben, il faut pas, hein. Bon alors, si c'est pas un truc trop grave, genre, bon, bah, tu peux mettre un petit mot de passe qui se souvient, mais en fait, le mot de passe, c'est de la merde, quoi. Parce que dès qu'ils deviennent efficaces pour la crypto, bah, on fait le tour, parce qu'ils sont trop chiants. Alors, il faut utiliser un gestionnaire de mot de passe. Un gestionnaire de mot de passe? Ouais, et puis un truc qui est bien foutu, hein. Pas une merde où il faut aller faire des copier-coller à chaque fois, parce que ça aussi, on sait comment ça finit, hein. Non, un machin, il doit être branché sur les apps, sur le navigateur, les trucs, il doit aller mettre les mots de passe tout seul, hein, parce que sinon, c'est pareil, ça finit en mot de passe sur un post-it, hein. Ou en pire, en clair, sur un fichier .text qui se balade sur le bureau, tu parles. Bon, Rambo, la hiérarchie me met un peu la pression. Est-ce qu'on peut leur dire qu'on fait de l'IA? Ah bah oui, bah, on est des développeurs US, mon colonel, on n'est pas des nuls de français, là. Nous, on est tous passés à l'IA depuis longtemps, quoi. Heureusement, quand même, hein, quand c'est d'intégrer dans l'IDE, c'est quand même vachement pratique, quoi. Déjà, t'écris du code. Bon, tu peux lui demander d'écrire ton code. Bon, après, tu corriges des fois parce qu'il fait des merdes, c'est pas grave, il est quand même pas mauvais, hein. Alors après, tu fais, bon, bah, écris-moi la doc, hein, c'est chiant. Puis après, tu fais, écris-moi le test unitaire, tant que tu y es, t'as écrit la doc. Bon, alors pareil, on corrige un peu, d'autant, tout ça, et quand même, ça va plus vite, hein. Moi, je suis arrivé au bout, c'est facile, hein, je passe plus de temps en réunion avec vous qu'à coder maintenant. L'IA, elle va trop vite. Bon, puis ça continue à progresser, on va bien voir, hein, mais déjà, moi, ça m'aide bien, hein. Franchement, je gagne du temps, hein.
Ok. Donc l'IA, on est bon. Hein. Ok. On m'a demandé un autre truc de te demander. Oui, mon Est-ce qu'on colonel. peut dire qu'on est agile? Ouais, bah l'agilité, on s'en fout un peu, mon colonel, en fait. Comment ça? Oui, bah c'est pas vraiment important, mon colonel. Hein. Nous, on a dit, on sait ce qu'on veut. Hein. J'écris du code et il va en prod, tout seul, voilà. On a revu le code, on a dit c'est bon, on est deux, on a dit qu'il était bon. Les tests sont passés, refait passer, tout ça, ils sont tous contents. Pouf, prod, direct. Et vous ne demandez pas une autorisation d'un gradé pour faire ça? Ben non, on a dit, on le fait tout le temps, on fait 3 fois par jour, ou je sais pas, on va pas nous déranger le général de faire signer un paplard sur Word à chaque fois, là, ça sort plus, là, le pauvre. Non, et puis du coup, si on fait du déploiement continu, bon, c'est qu'on fait de l'intégration continue, hein, forcément, c'est dans le package. Et du coup, moi je dis, on est quand même un peu agile, là, forcément. Hein. Bon, ça c'est pareil, hein, vous prenez 3 personnes, vous lui demandez c'est quoi l'agilité, là vous avez 5 réponses. Bah au moins, ouais, je sais ce que je fais quoi, quand je fais du continuous deployment. Hein. Au moins, là, je suis où j'en suis, quoi. Mais comment je fais pour travailler si l'agilité, c'est pas clair en fait? Le problème de l'agilité, c'est que ça règle pas les produits de clarté, quoi. Hein, quand le client il sait pas ce qu'il veut, ça nous fait pas aller plus vite, hein, l'agilité. Hein. Le problème, c'est d'avoir ses objectifs et de savoir à quel horizon ils sont, ces objectifs. Parce que des fois, l'objectif, c'est facile, c'est « ouais, fais-moi une super app, machin, on la met en prod dans 2 ans, bon, admettons. » Et puis, ok, et puis il faut ça et ça aussi, bon, ça c'est 3 mois, bon, on voit un peu plus comment on y va. Et puis, c'est quoi le chemin pour aller à l'app finale dans 2 ans? Et la priorité du truc minimal qui doit marcher? Bah là, c'est un peu plus dur à dire, quoi, déjà. Hein? C'est un peu plus exploratoire, on sent tout de suite que... Et puis, tu crois que le client, il nous dirait, bah, démerde-toi pour la suite? Non. Alors, c'est là que je vais chercher la besaille et je fais, bon, toi, hop, tu vas dans la jungle, mission, tu vas aller faire une exploration, et tu vas essayer des trucs, puis tu reviens, et puis après, on va faire un truc, des beaux slides, avec pas beaucoup de mots, des mots simples et des jolies couleurs pour le client, pour lui expliquer, puis comme ça il pourra dire si on est parti dans le bon sens ou pas. Et vous le prenez un peu pour un débile, là, le client? Mais non, mon colonel. C'est juste qu'il n'a pas toutes les informations. Il faut arriver à lui faire comprendre, c'est tout. Parce que de toute façon, il met un point d'honneur à rien comprendre à ce qu'est la technique. Donc bon, faut bien qu'on l'aide, quoi. Hein. Ok. Et donc maintenant, on a la qualité, Rambo? Ah, on commence à y aller, mon colonel. Hein. Comme on dit, un code, c'est pas vraiment un objet, hein, évidemment, un immatériel. C'est pas un produit non plus, parce que vous avez dit, reproduisons les copies autant de fois qu'on veut, machin. C'est plutôt, c'est mouvant, quoi. C'est plutôt un flux, quoi. Il y a des commits qui vont dans l'autre sens. Les clients, normalement, ils nous disent dans l'autre sens si ça va bien ou pas. Les clients, les utilisateurs, tout ça. Ça fait des flux, comme ça, un peu. Hein. Et puis c'est jamais vraiment fini, quoi, en fait. On s'arrête quand soit il n'y a plus de sous, c'est souvent. Hein. Soit on en a marre, hein, genre quand on a maintenu XZ pendant des années, au bout d'un moment on a le cul, quoi. Ou quand il n'y a plus d'utilisateurs. Hein. Bon, au bout d'un moment on arrête parce qu'il n'y a plus personne qui s'en sert. Hein. C'est ça un code, mon colonel. Donc là, la qualité. Oh, on essaye, mon colonel. Merci, Rambo. Nous avons le temps pour quelques questions. Allez-y, Franco. Hein. Même quelques insultes, vu qu'on s'est lâché. Oui. C'est à côté de Grenoble. Nous sommes une ESN grenobloise qui a des bureaux à Toulouse où il y a une dizaine de collaborateurs actifs. Voilà. Et ils sont très sympas, on les a vus hier, on a bu un coup avec. Et sans filtre, hein, on a dit. En plus, on a enregistré, il y a les patrons qui regardent. True story. Et d'ailleurs, toutes les battle stories qu'on a racontées sont vraies. Et on n'a pas pu tout mettre. Oui. On voit rien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous Oui. avez un retour sur UV versus poterie ou d'autres éléments comme ça qui sont... Attends, je répète la question et tu réponds juste après. Est-ce qu'on a un retour du battle entre UV versus Poetry et les autres gestionnaires de versions et tout le package managing dans Python? Oui, on commence à avoir un retour sur cette question-là. Donc, Poetry, UV, pardon, est relativement nouveau. En tout cas, le truc avec toutes les fonctionnalités qui vont bien pour qu'on puisse vraiment commencer à s'en sortir, il a en gros 2 mois. En 2 mois, on a eu, je crois, 45 releases. Oui. Pendant le Poetry, on a eu de mémoire 4 pour tout 2024.
Poetry, c'est la génération précédente d'outils pour gérer les projets Python, avec des outils aussi comme Hatch, PDM, Python. Et le problème aussi de ces outils-là, c'est que c'est souvent les outils d'une personne, avec leur vision. Là où UV, il y a une entreprise, je ne pense pas qu'elle soit rentable, mais en tout cas, il y a 4 personnes full-time derrière, et ça se voit, et qui est reparti de toute cette expérience accumulée par Poetry, accumulée par Cargo, puisqu'ils viennent du Rust, accumulée par NPM, accumulée par tout ça. Donc en repartant d'une feuille blanche, ils sont repartis sur des bases qu'on espère plus saines, et ne serait-ce que... Donc moi, je m'en sers tous les jours, j'ai converti tous mes projets sur UV en early adopter pour pouvoir faire un peu le retour à la boîte. Pour moi, c'est un aller sans retour. En termes de fonctionnalité, j'en ai pas que j'ai trouvé dans Poetry et pas dans UV aujourd'hui. Je m'en sers essentiellement dans mon cas sur de la data science ces temps-ci. Donc oui, ça digère Torch, ça digère l'installation à la fois sur Mac et sur Windows et sur Linux, tout ça, ça passe. Ça passe dans le cadre d'une grande entreprise qui a des règles de sécurité assez fortes, donc je ne tape pas sur Pipey, il est bloqué, etc. Donc ça couvre quand même des cas d'usage un peu compliqués, voilà. Et c'est quand même 10 à 100 fois plus rapide. Et c'est quand même très, très agréable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là, mais à un moment, il résout les packages en 3 nanosecondes ici, parce que le cache est chaud. Et il les installe en une fraction de seconde, parce qu'il fait des liens, et pareil, le cache est chaud. Mais même si le cache n'était pas chaud, ça prendrait moins d'une seconde. Avec Poetry, ça ne prend pas qu'une seconde, et encore moins si Torch est impliqué dans l'opération. Je vais donner un complément de réponse. Il a plié le game. Je crois. Il y a une question. Alors, la première raison, c'est que, bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais Python est un outil système dans la plupart des distros Linux. Donc, interagir avec le machin qui fait tourner APT, c'est vraiment une bonne idée, même dans l'intérieur d'un container. Si on installe, comment dire, sans trop faire gaffe, normalement, c'est pas trop possible, mais quand même, la mauvaise lib au mauvais endroit, on peut péter l'intérieur du container. Un container, c'est pas trop grave, mais c'est pas une bonne habitude à prendre. Donc, c'est quand même pas plus mal. En termes de, comment dire, de perte, que ce soit en perf, en espace disque, en ce qu'on veut, c'est minimal. Et UV marche avec des venves par défaut. Donc, par défaut, quelque part, le Dockerfile minimal, il est comme ça, il est fiable, il marche. Pour débuter, c'est bien. Pour les experts, oui, il y a une option dans UV qui fait qu'on fait sauter l'espace du venve si c'est nécessaire. Ça a été fait d'ailleurs très clairement pour faire des containers. Donc, on peut ne pas le faire, mais ce n'est pas le truc que je mets en avant en première intention. Complément de réponse, et je vais répéter la question. Pourquoi faire du venv dans un Docker? Parce que de base, on fait des venv, et si on veut les enlever, on peut, mais est-ce qu'il n'y a pas forcément vraiment une raison de base? Et ça reste un grand débat. Tu dis qu'il y a une option dans UV pour désactiver la gestion des viandes. Je sais pas si tu la connais peut-être. Une semaine du cachard. Non, comme je disais, ce n'est pas quelque chose que je vais chercher à faire. Alors, je vais répéter la question. Quelle est l'option de tête pour désactiver les venv? Voilà. Et moi, je l'ai dans mon bash RC, donc si tu veux, je vais le faire en live juste après. Je te donne la réponse juste après. Voilà. Ah, et ben, re-toi. Juste avant que tu répondes, quel est l'intérêt ou l'impact de Ruf par rapport à Black et la concurrence? Alors, Black, c'est l'outil de formatage Python qui a standardisé, on va dire, le formatage Python, qui a quelques années maintenant, qui fait partie maintenant de la Python Software Foundation, donc c'est un outil qui a un tampon un peu officiel. Ruf reprend presque son formatage à l'identique à 2-3 détails près, simplement, il le fait 100 fois plus vite. Donc, pour faire le même job, si ça va 100 fois plus vite, bon, c'est quand même agréable. Ça veut dire que si on a un gros projet, en gros, ça prend, même avec un très gros projet, en général, Ruf prend moins de la seconde. Donc on peut le mettre on peut configurer l'IDE pour qu'il le fasse tout le temps, et c'est complètement transparent, même sur des très gros projets. Ça, c'est très agréable.
Sur le lint, comme on a dit, Ruf a pillé, on peut dire ça comme ça, tous les autres linters. Ils ont réintégré dans Ruf toutes les règles de tous les autres linters. Donc, sur les 800, il y en a de mémoire une cinquantaine qu'ils ont inventées, en gros. Et les autres, elles viennent de Plint, de Bandit pour la sécurité, enfin tout, voilà. Donc tu vas retrouver tout ce que tu aimais dans Plint, mais beaucoup plus rapide. Et tu auras en plus toutes les autres linters à disposition, on peut les activer ou pas, par défaut ils ne sont pas tous activés. Ce qui fait que quand même, avec un exécutable extrêmement rapide, je me débarrasse de... alors moi, avant que je prenne Ruf pour le lint, j'utilisais couramment 4 linters, donc déjà, avec même, je les mettais dans pré-commit, donc ça suffisait pour que ça prenne 5-6 secondes sur un projet de taille normale, c'est déjà chiant. Synthèse, ils ont pris toute la concurrence et ils ont tout fait mieux que tout le monde, ou à peu près équivalent, mais... Et ils ont plié le game. Et Ruf, c'est les mêmes qui font UV. Disclaimer, on n'a aucun lien avec eux, on ne les connaît pas. Oui. Je follow up un peu sur ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on sait si la même équipe potentiellement ou une autre travaille sur quelque chose pour remplacer MyPy, qui reste encore très lent et qui ne marche pas si bien que ça, si je veux dire? Je répète la question, est-ce qu'on sait si la même équipe donc, de l'entreprise Astral qui a fait UV et Ruf travaille sur une alternative à MyPy pour que ça aille un peu plus vite? La réponse est oui. Ils travaillent dedans, c'est déjà, en fait, le code arrive dans Ruf au fur et à mesure qu'ils avancent. Il n'est pas activé, quoi, mais il est déjà sur le repo, sur une branche. Ils se préparent à plier le game. On espère, on espère. C'est vrai que MyPy, de loin, est l'outil le plus lent que je présentais ici, à part les tests, évidemment, dont la lenteur dépend de ce que vous avez fait. Et on espère qu'ils plieront le game aussi sur les types et que ça ira 100 fois plus vite. Mais bon. Et ouais, je follow up sur ta question. Ils commencent aussi à travailler sur le build, donc bientôt il n'y aura plus besoin d'outils à part tous les outils d'Astral. C'est développé par une boîte, mais c'est quand même double licencié Apache 2 et MIT. Donc, s'il n'y a plus de questions... S'il n'y a plus de questions, on a plié le game nous aussi.